Quand on pense à l'époque des Trois Royaumes, on imagine tout de suite des héros forgés par l'épée. Et pourtant, l'un des plus grands stratèges de ces terres n'était pas du tout un guerrier. Son arme la plus redoutable, c'était son esprit. C'est ça, le paradoxe au cœur de sa légende. Comment est-ce possible? Comment un intellectuel, un homme de lettres, a-t-il pu triompher là où les plus grands guerriers se sont cassés les dents? C'est le mystère qu'on va explorer ensemble. Pour vraiment comprendre le génie de Luxun, il faut d'abord réaliser à quel point il était différent. Il ne ressemblait à aucun autre général de son temps. Mais alors, vraiment aucun. Alors, imaginez un peu le général classique de cette période, un guerrier buriné, endurci par des années et des années de combat. Et à côté, on a Luxun. Lui, son champ de bataille, ce n'était pas l'arène, c'était la bibliothèque. Sa force ne venait pas de ses muscles, mais de sa connaissance profonde des textes classiques et des traités militaires. En fait, son parcours explique tout. Il venait de l'élite, c'est vrai, mais il a été propulsé très jeune à la tête de son clan en plein chaos. Éduqué loin des champs de bataille, il a appris la guerre dans les livres, pas avec une épée à la main. Et cette formation, elle a forgé une approche complètement unique, la stratégie avant la force brute. La question c'est, comment est-ce que cette intelligence, toute théorique, se traduit concrètement sur le terrain? Eh bien, ses premiers succès, ce n'étaient pas des charges héroïques, loin de là. C'était de véritables chefs-d'œuvre de guerre psychologique. Voilà le problème à résoudre. On a face à nous Guan Yu, une légende vivante, au sommet de sa gloire et de son arrogance. L'attaquer de front, c'est du suicide pur et simple. La vraie question n'est donc pas comment le battre, mais bien comment le piéger. Et la solution? La solution est d'une finesse absolument diabolique. C'est à l'étape 3 que tout le génie opère. Luxun ne se présente pas comme un rival, non. Il se fait passer pour un humble admirateur. Il n'attaque pas la force de Guan Yu, il exploite sa plus grande faiblesse, son ego, qui était probablement aussi grand que son armée. C'est de la guerre psychologique de très, très haut niveau. Et ça a marché. Ça a marché au-delà de toute espérance. Complètement aveuglé par son orgueil, Guan Yu a gobé l'hameçon, la ligne et le flotteur. En sous-estimant ce jeune érudit, il a tout simplement signé sa propre défaite, sans que Luxun n'ait eu à lever la moindre épée. Mais attention, cette première victoire, c'était juste la mise en bouche. On arrive maintenant au plat de résistance, le chef-d'œuvre de sa carrière. La bataille qui va non seulement le consacrer, mais littéralement sauver tout un royaume. Il faut bien comprendre le contexte, c'est l'apocalypse. L'armée de Shu, guidée par une pure soif de vengeance, déferle sur le royaume de Wu. C'est défaite sur défaite. La survie même du royaume est en jeu. Et c'est là, au milieu de ce chaos, que le souverain Sun Quan fait un pari complètement fou. Il donne le commandement suprême à Luxun. La pression sur les épaules de Luxun est juste inimaginable. Face à lui, une armée gigantesque qui veut sa peau. Et dans son dos, ses propres généraux, qui le méprisent ouvertement. Ils ne comprennent rien à sa stratégie, qui pour eux ressemble à ne rien faire du tout. Il ordonne la retraite, encore, et refuse obstinément le combat. Il faut imaginer la scène. Pendant plus de 6 mois, Luxun encaisse les insultes de son propre camp et les provocations de l'ennemi. Sa stratégie, c'est la patience. Il transforme la chaleur écrasante de l'été et le passage du temps en ses meilleurs alliés, attendant que l'immense armée de Shu s'épuise, se démoralise et surtout baisse sa garde. Ce principe, c'est vraiment la clé de voûte de tout son plan. Plutôt que de se heurter à la fureur initiale de l'ennemi, il attend patiemment que cette fureur se transforme en fatigue et en lassitude. C'est l'art de transformer la patience en une arme mortelle. Ce chiffre, il est juste hallucinant. 1100 km. C'est la longueur de la chaîne de camps de Liu Bei. Une ligne pareille qui s'étire sur 1100 km, c'est tout simplement impossible à défendre correctement. C'est un serpent de mer, un géant aux pieds d'argile. Et c'est précisément cette erreur, cette faille béante provoquée par l'impatience de Liu Bei que Luxun attendait. Et au moment parfait, quand il donne enfin le signal, la contre-attaque est fulgurante, dévastatrice. Une seule étincelle, une seule, et le vent fait le reste. L'immense armée de Shu se transforme en un gigantesque brasier. C'est une victoire totale qui va redessiner la carte pour des années à venir. Bon, Luxun a sauvé sa nation. On pourrait penser que le travail est fini. Mais non, pas du tout. Il allait bientôt devoir prouver qu'il n'était pas l'homme d'un seul coup de génie, mais un protecteur constant. Le répit, il est de très courte durée, parce qu'un nouvel adversaire se pointe à l'horizon, le puissant royaume de Wei. C'est un nouveau test, contre un général et une armée au style complètement différent. Et c'est là qu'on voit sa polyvalence, c'est juste frappant.
À Yiling, il était le roc, le maître de la défense qui attend. À Xinting, il devient le chasseur, celui qui tend le piège. Il prouve qu'il n'est pas l'homme d'une seule tactique, mais un véritable génie, capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Encore une fois, la stratégie repose sur la tromperie, sur l'art de l'illusion. Il ne se contente pas d'attendre l'ennemi, non. Il le manipule, il le guide, il l'amène exactement là où il le veut. C'est la marque d'un stratège qui a toujours plusieurs coups d'avance. On pourrait croire qu'après de tels triomphes, il serait intouchable. Mais voilà, les plus grandes victoires militaires ne sont pas une armure contre les poisons de la cour. La dernière partie de sa vie, c'est une histoire profondément tragique. Et ça ajoute une dimension vraiment poignante à son parcours. Après ses exploits, il grimpe jusqu'au sommet du pouvoir politique. Il devient chancelier, mais il va vite découvrir que les intrigues de palais, c'est un champ de bataille bien plus mortel que n'importe quelle plaine de guerre. Le point clé, ici, c'est de comprendre que Luxone, lui, il agit par pure loyauté envers l'État. Pas pour une faction, pas pour un prince plutôt qu'un autre. Il voit le danger, il voit le royaume se fracturer, et il tente de raisonner l'empereur pour le bien de tous. Sauf que, dans un climat de paranoïa totale, cette loyauté est perçue comme une menace, voire comme de la trahison. Et c'est là toute l'ironie, cruelle et absolue, de son histoire. L'homme qui a sauvé le royaume, le mur d'acier de vous, n'est pas brisé par une armée ennemie. Il est brisé par la suspicion de celui-là même qui l'a sauvé. Sa mort n'est pas celle d'un guerrier, c'est celle d'un serviteur loyal, mort d'indignation et de chagrin, le cœur brisé. Et ça nous laisse avec cette question. Une question qui résonne encore aujourd'hui. L'histoire de Luxune, bien sûr, c'est celle d'un génie militaire. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, une réflexion intemporelle sur la nature du pouvoir, de la loyauté, et sur cette tragédie qui se produit presque inévitablement lorsque la confiance se brise tout en haut de la pyramide.